Si on vient sur la question des transports, quels sont les grands défis qu'on va devoir adresser ces prochaines années? Alors, il faudrait y passer du temps, mais pour aller à On l'essentiel, va en je dirais, résumer quelques-uns. bien sûr, alors, je dirais déjà parler plus de mobilité et peut-être moins de transport, dans le sens où, même en France, maintenant, on ne parle plus d'autorité organisatrice des transports, par exemple, mais on parle d'autorité organisatrice de la mobilité, euh, dans le sens où on intègre d'une part les modes doux, la marche, le vélo, la, la trottinette parfois, mais aussi on a une approche plus globale en s'interrogeant pas seulement sur l'offre de transport, mais aussi, comme je le disais, sur la demande. Et donc, c'est la question de la forme urbaine et de l'approche intégrée de l'urbanisme et des déplacements qui est en question. Ça, c'est un grand défi. Comment les villes africaines vont pouvoir, peut-être mieux que les autres, concevoir de manière intégrée ces questions de transport et d'urbanisme, sachant que en Afrique comme ailleurs, tout sépare les approches, les cultures disciplinaires, parce que les urbanistes, les paysagistes ne travaillent pas avec les ingénieurs transports, parce que les ministères, et un peu partout en Afrique, des transports, ne rencontrent jamais le ministère en charge de l'urbanisme. Et donc nous, quand on arrive dans une ville, on a toujours beaucoup de mal à savoir qui est notre interlocuteur. Voilà, donc ça c'est un premier grand défi, je dirais. Euh, cette question de l'intégration de l'urbanisme et des transports. Alors si je prends le cas des bus, on a cité les bus de Ouagadougou tout à l'heure, et qu'on se promène dans la plupart des grandes villes africaines, on est sur des modèles de minibus, on est sur des systèmes informels que les gens du transport appellent artisanal et que je continue à appeler par convention informel parce que ça m'arrange bien, mais on parle de la même chose en général. Et on a l'impression aujourd'hui que la réponse du transport public à cette informalité, c'est de formaliser avec des grands bus. Et la question là derrière, elle est, est-ce qu'on ne veut définitivement pas travailler avec l'informel ou est-ce que c'est des modèles totalement différents qui peuvent coexister ou cohabiter? Alors, c'est vrai que ces 20 dernières années, notamment, on peut constater que les États, les bailleurs ont travaillé à peu près uniquement sur des programmes d'acquisition de bus neufs, fortement capacitaires, 80 places, ou des bus articulés, 140 places, et en oubliant que le transport artisanal ou informel, aujourd'hui, transporte l'essentiel de la population qui se déplace de manière motorisée, pour ceux qui se déplacent de manière motorisée. Donc c'était un peu comme si on était aveugle à ce système artisanal qui est pourtant fondamental aujourd'hui en Afrique. Et c'est un peu la logique institutionnelle des États, des villes et des bailleurs que d'avoir un peu oublié l'essentiel de mon point de vue. Nous, à Codatu, en tout cas, on défend l'idée que l'essentiel, c'est d'améliorer le transport artisanal, c'est pas de vouloir à tout prix le formaliser, parce que c'est aujourd'hui un système qui rend de grands services, qui transporte sans subvention publique, dans la plupart des cas, de très grandes quantités de personnes, certes souvent dans des conditions de confort et de sécurité qui ne sont pas parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un système qui fonctionne. Et donc l'enjeu, c'est de l'améliorer. Et à Codatu, on a fait des publications sur ce sujet-là, d'ailleurs, pour montrer comment, concrètement, on peut améliorer ça. Et les bailleurs, aujourd'hui, ont fait un peu leur mea culpa là-dessus, se disent, tiens, mais on est à côté du sujet, bien souvent. Souvent, c'est parce qu'il y a 15 ou 20 ans, ils ont échoué en soutenant notamment des sociétés d'exploitation de bus qui ont fait faillite en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays. Et après, du coup, sont partis de ce sujet en se disant on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et c'est vrai, et plusieurs bailleurs me l'avouaient encore récemment, que c'est beaucoup plus compliqué pour eux de travailler sur ce transport artisanal que de Bien sûr. financer un métro en Inde, où là c'est de l'ingénierie financière et techniquement tout est simple, quoi. Le jeu d'acteurs est simple.
quand on veut améliorer le transport artisanal, il faut se plonger vraiment dans la complexité locale, essayer de bien comprendre qui fait quoi et comment tout ça fonctionne. Donc, il y a un chemin qui a été fait, notamment par les bailleurs, et les États africains plus ou moins, pour aller dans ce sens-là. Les villes africaines peuvent apprendre, au sud comme au nord, aux autres villes du monde. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est pas tout à fait une reverse innovation, mais quand même, c'est l'utilisation du smartphone pour payer, par exemple, qui a été. Les villes africaines ont, j'allais dire, 10 ans d'avance, non, parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait presque pas, mais ont vraiment des années d'avance par rapport à l'Europe. Euh, Ça, c'est intéressant. Voilà. Là, elles sont clairement en avance au Kenya, mais maintenant aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout, sur l'utilisation de ces plateformes. Moi, je dirais deux choses, sinon de manière plus générale. C'est un, la frugalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien de se perd dans les villes africaines. Hein. Vous trouverez jamais un frigidaire ou un vélo dans une décharge. Hein. Il sera utilisé avant. Donc, quand même, la question de l'adaptation aux ressources et de la bonne économie des ressources, c'est une donnée qui me paraît un élément important qu'on aurait intérêt, je ne sais pas si ça va monter au nord, mais qu'on aurait intérêt en tout cas à voir venir au nord. Et puis l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une faculté de résilience de ces villes qui est juste absolument invraisemblable. Moi, je prends souvent l'exemple, voilà, quand j'essaie de décrire ça à des amis ou des gens qui ne connaissent pas forcément, je leur explique en deux mots ce qui se passe dans les villes africaines et on en conclut que s'il se passait un dixième de ça à Paris aujourd'hui ou à Lausanne ou dans d'autres villes, je pense qu'en 6 mois, il y aurait la révolution. En Afrique, on a une adaptabilité et donc une innovation quand même, une capacité d'innovation qui est vraiment intéressante et vraiment importante. Un programme sur lequel vous avez travaillé, un projet récent qui vous paraît innovant et qui serait riche d'enseignements pour les villes? Alors, un projet innovant, on travaille à Dakar sur l'exploitation des données mobiles. Même si ça s'est fait pas mal, enfin pas mal, un peu dans les pays du Nord, ça ne s'était encore jamais fait vraiment en Afrique. On est au début du processus, mais déjà on s'aperçoit, c'est pas tellement les résultats qui sont innovants, parce que évidemment, quand on analyse ces données mobiles, on va, notamment sur la question des transports, on va arriver à des choses que tout le monde sait. On sait où il y a des embouteillages à Dakar aujourd'hui, heureusement. Là où c'est innovant, c'est que, on a des données extrêmement récentes, on a des volumes, des quantités, et pas simplement des enquêtes sur lesquelles enfin, des échantillons. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire, voilà, on sait qu'ici, il y a tant de milliers de véhicules par jour, ici, il y en a tant de milliers, voilà comment ça évolue entre la semaine et le week-end. Voilà d'où viennent les gens qui travaillent sur le plateau, il y en a 30 000 qui viennent de tel quartier, 40 000 de l'autre quartier, etc. Donc on va commencer à poser des chiffres. Ce qui est innovant, c'est que c'est pas cher du tout. C'est-à-dire, j'allais dire, si on mettait en place un système pérenne à Dakar de traitement et de gestion de ces données, c'est quelques milliers d'euros par an. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement peu coûteux. Et c'est innovant parce qu'on a une donnée qui est massive et qui est non pas exhaustive, parce qu'aucun opérateur n'a 100% des téléphones, évidemment, mais une donnée qui est quand même extrêmement puissante. On parle en général de reverse innovation, donc ces fameuses innovations qui ont été développées au sud et qui finalement reviennent au nord. Je prends un exemple toujours de la voiture low cost qui était développée pour l'Inde et finalement on peut l'acheter aussi en France, en Suisse et en Italie. Alors ces villes, on a compris, hein, elles ont des caractéristiques à la fois très différentes et des caractéristiques qu'on peut mettre en commun. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les villes africaines pourraient apprendre je sais pas, à New York, à Lausanne ou à Aix-en-Provence? Alors, bon, on peut se situer sur plusieurs registres pour débattre de cette question. On peut faire référence aux apports qui pourraient être culturels, je dirais. On pourrait faire référence à, je dirais, des choses en matière d'innovation technologique, ce que vous venez de faire.
je voudrais me concentrer sur un aspect particulier qui est l'aspect plutôt sociopolitique, qui est un peu, je veux dire, ce sur quoi j'ai moi-même été amené à travailler, je dirais, en appui aux villes africaines. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, si on considère la sphère sociale et la sphère politique, qu'il est intéressant de relever dans les villes africaines et qui pourraient être utiles, valorisables dans les villes dites du Nord. La première, c'est que la faiblesse des ressources financières n'est pas nécessairement une entrave à l'action. On agit, il y a tas de choses qui se passent dans les villes africaines. Dans les villes du Nord, c'est vrai qu'on se dit d'abord, il faut avoir les moyens, et on a les moyens, on met en œuvre un certain nombre de moyens pour agir. Ce que peuvent nous apprendre les villes du Sud et les villes d'Afrique en particulier, c'est de relativiser les problèmes et de relativiser en particulier le problème des contraintes financières à l'action. Ça, c'est une première chose, toute simple. Il me semble qu'il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est la relation entre les acteurs, et notamment entre les acteurs sociaux et les institutions. Et je pense que on gagnerait à voir comment opèrent les relations entre acteurs sociaux et institutions dans les villes africaines pour pouvoir s'en inspirer aussi dans les villes du Nord. Là, je fais référence aux questions de la participation en particulier. Et vous savez, il y a quelques années, donc j'étais au programme Solidarité Habitat, là, dont je vous parlais tout à l'heure. On avait tenté des expériences extrêmement intéressantes. On avait un groupe de travail sur le développement social urbain. Et dans le cadre de ce groupe de travail sur les questions de développement social urbain, on faisait échanger des gens du Sud et puis des gens du Nord. On avait monté un programme où des animateurs sociaux de pays du Sud venaient en France accompagner des dynamiques de développement social de quartier en France. C'était milieu des années 90. Milieu des années 90. Et c'était extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les collègues africains, puisqu'on avait fait venir des collègues de Dakar notamment, qui recomposaient les façons d'agir dans les quartiers français. Et donc on a là des techniques, et puis des savoir-faire, et puis, je dirais, une façon de se positionner par rapport aux institutions publiques qui est extrêmement intéressante et qui est extrêmement riche d'expérience. Il y a la question de la participation dans la gestion des espaces. Il y a la question du crédit, qu'on met aussi souvent en avant, ces dynamiques, je dirais, de crédit collectif qui peuvent exister, de mobilisation des ressources qui peuvent exister à l'échelle des quartiers. Je pense que on est dans les pays du Nord, et en France en particulier, dans des contextes extrêmement réglementés, avec techniques, des règlements, des institutions, etc. Et que, pour une part, l'Afrique est intéressante parce qu'elle permet aussi de relativiser le rôle de ces institutions dans la production et la gestion des villes. Est-ce que tu as un exemple de qu'est-ce que les villes africaines peuvent apprendre à nos villes, nous ici, Suisse, ou qu'est-ce que les villes africaines peuvent apprendre à Washington, D.C.? Il y a beaucoup que les villes africaines peuvent apprendre aux villes du Nord. Entre autres, c'est l'utilisation des technologies peu coûteuses comme les drones, comme les images satellites, etc., pour pouvoir mettre en place des systèmes de gestion efficaces à un coût visiblement réduit. Par exemple, comment mettre en place une base de données, un cadastre de propriétés simplifié
serait un très bon moyen, donc, où par exemple des villes avec lesquelles on travaille, comme les villes en Tanzanie, où on a mis en place ce genre de système qui est très peu coûteux, qui est très facile à mettre à jour, et qui donc appuie le processus de la planification. Il y a d'autres, par exemple, systèmes en matière de mobilisation des populations, donc que ce soit donc de créer un processus participatif pour la planification, pour la mise en place de l'urbanisation, que ce soit à travers la participation des populations, que ce soit à travers, par exemple, des projets comme les trams assainis ou les sites and services, si tu veux, qui mobilisent donc un investissement privé très important avec des interventions publiques comme la disponibilisation du foncier et la mise en place d'un système donc de gestion de droits de propriété. Donc il y a beaucoup que les villes africaines, à cause du manque, disons, de systèmes formels de gestion qui ont été mis en place à travers des systèmes informels ou des systèmes innovateurs ou qui ont ramené donc une technologie appropriée pour résoudre un problème de ville. Mais alors, si je reviens sur la question de la propriété privée, et je reprends avant ma dernière question, quels sont les modes alternatifs? Est-ce qu'on a des propriétés, des commons? Est-ce que la tradition où on avait un maître de terre et une utilisation commune d'une terre sans en être propriétaire, est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut aller rechercher? Est-ce que c'est des pistes, à votre avis? Je ne sais pas s'il faut aller rechercher dans le passé de la tradition de gestion communautaire coutumière de l'Afrique les solutions pour l'Afrique urbaine d'aujourd'hui et de demain. J'en suis pas du tout certain. Je sais que certains, y compris à l'AFD, se sont intéressés aux communs urbains. J'ai toujours pas très bien compris ce que ça signifiait, les communs urbains. En revanche, il y a des options qui sont intéressantes et c'est arriver à dissocier dans l'accès au logement le bâti du foncier. Quand les gens n'ont pas accès à un logement, c'est parce qu'ils n'ont pas, le foncier est beaucoup trop cher pour eux, même sur les marchés informels. Il est beaucoup trop cher. Ce que les anglo-saxons appellent les Community Land Trusts, les associations foncières solidaires. Je crois qu'il y a un essai qui est fait à Lille en ce moment. Il y a eu un projet également à Voi, au Kenya. C'est intéressant dans la mesure où le sol, dans un périmètre donné, est géré par un trust. Le sol est cédé à ce trust par l'État avec un bail amphithéotique, un bail à 50 ou 90 ans. Et c'est le trust qui va assurer la gestion de ça. Et les gens vont construire leur logement sur le terrain, géré par le trust. Ils doivent être éligibles, avoir des conditions de ressources particulières pour pouvoir en bénéficier. Et ils vont se procurer un logement avec sans avoir à payer la charge foncière. Ils la paieront sous la forme d'un loyer faible, mais ça implique la mise en place d'une organisation que peut-être certaines communautés ou dans des villes africaines peuvent mettre en place. Il faut qu'il y ait le trust est géré par une communauté, par un collectif où sont représentés les habitants et les pouvoirs publics. Et les décisions sont prises ensemble, y compris si un habitant veut revendre son logement. Il faudra qu'il le revende à une catégorie sociale qui correspond à celle qui lui a permis d'en bénéficier. Il faudra qu'il ne pourra pas bénéficier de la plus-value sur les terrains qu'il aurait pu percevoir s'il avait été propriétaire du terrain. Et il peut céder le logement à ses enfants et du coup la jouissance du terrain également. Mais je crois qu'il y a une réflexion à approfondir là-dessus. Ça me semble une formule intéressante. Il y a une expérience en Namibie qui est une expérience qui consiste dans des quartiers déjà existants où les gens sont dans une situation de très grande précarité
à leur donner progressivement un titre, une amélioration progressive de la tenure. Il ne s'agit pas de donner des titres à tout le monde, mais c'est un système flexible. La première année, ils vont recevoir ce qu'on appelle un titre de départ, un starter title. Et puis, progressivement, si on voit qu'ils arrivent à tenir, qu'ils occupent le logement d'une manière continue et pacifique, et que c'est bien eux qui l'occupent, ils peuvent avoir un autre titre, et ces 2 premiers titres leur donnent déjà la sécurité de l'occupation. C'est la sécurité qui compte, parce que la sécurité permet de sortir de la pauvreté. Alors que la propriété peut être un piège à pauvreté, parce que beaucoup de gens ne pourront pas faire face aux charges et au prix de la propriété. Ça, je pense que l'exemple namibien mérite d'être creusé. Il y a un autre exemple, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants, c'est celui de la grande trame d'équipement. La grande maille d'équipement, c'est-à-dire mettre à la disposition des acteurs urbains, des habitants, mais il peut y avoir entre l'État et les habitants des aménageurs agréés qui aident à faire le travail, des terrains très, très sommairement aménagés qui leur permettent de s'installer. Il s'agit de guider en quelque sorte une forme d'occupation que les pauvres connaissent bien. Ils s'installent, il y a de la place, mais en leur désignant la place et en prévoyant les réserves foncières en prévoyant les emprises de voies en particulier. Donc, terrain aménageable sur là. Mais j'ai remarqué, alors ça avait été essayé par la coopération française déjà il y a une 20aine d'années en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays. Et j'ai remarqué que quand on arrive là-dedans, sur ce sujet, on trouve très vite des ingénieurs, des urbanistes et des dirigeants qui en rajoutent une petite couche en disant oui, mais on pourrait faire ça un peu mieux. Et puis ça aussi un petit peu mieux, il y a un passage de lame plutôt qu'une voie, la voie ça serait mieux de le faire avant qu'après, et finalement on arrive à un coût qui rend l'accès au sol prohibitif. Donc je pense que ces deux procédés, ces 2 approches pourraient permettre de trouver une solution. Alors la solution qui ne marchera pas, là je reviens un tout petit peu en arrière, c'est la question de donner des titres de propriété à tout le monde. Ce qu'avait voulu faire MCC au Bénin. Vous connaissez l'expérience de la coopération avec Millennium Challenge Corporation au Bénin. En 2006, suite à un certain nombre de lectures qu'ils avaient faites, qui disaient que c'était quand même dommage que les gens qui avaient des permis d'habiter ou d'occuper des permis d'habiter n'aient pas de propriété, ils ont décidé de lancer un très grand programme d'attribution de titres fonciers en remplaçant tous les permis d'occuper par des titres fonciers. Ils devaient convertir 60 000 permis en 60 000 titres, mais au début, ils se sont un peu dégonflés, ils ont dit que ça serait 30 000 titres. 30 000 permis transformés en 30 000 titres. Et après 6 ans d'efforts et beaucoup d'argent, le résultat était incroyablement décevant. Ils avaient converti 125 permis en titres fonciers parce qu'il y avait eu des résistances de la part des administrations, parce que le montage financier n'avait pas et administratif ne fonctionnait pas. Bon, mais maintenant ça démarre, je veux dire, ça a pu démarrer après en 6 ans, c'est quand même peu comme résultat. Donc voilà, sur ça, ce sont 2 exemples qui me semblent intéressants.